Lorsque j'ai proposé ce projet de communication à Corentin, Anne et Bertrand, j'avais dans l'idée de vous présenter un exemple d'iconothèque natif numérique, j'insiste bien là-dessus, soit une iconothèque dont la construction et la publication s'inscrit dans un régime d'éditorialisation. Alors, cette iconothèque numérique est celle d'Anne Savelli, une écrivaine française que vous connaissez peut-être, elle est très active sur le web. Et elle a initié, il y a maintenant presque 8 ans, un projet d'écriture autour de l'actrice Marilyn Monroe, ce qui me vaudra peut-être le titre de diapositive les plus sexy du colloque. Attends, d'accord. On va se battre. Donc, un projet d'écriture autour de Marilyn Monroe et plus particulièrement du rapport de Marilyn à la photographie. Donc, il s'agit d'une fiction qui propulse le lecteur dans une exposition fictive consacrée aux photographies de Marilyn, ce qu'Anne Savelli a décrit elle-même comme un musée imaginaire. Au moment où je vous parle, cette fiction est désormais intitulée Musée Marilyn et elle fait l'objet de derniers ajustements avant d'être publiée aux éditions Inculte sous la houlette de l'éditeur Claro. Elle va paraître en août lors de la prochaine rentrée littéraire. Musée Marilyn n'est donc pas encore paru, mais le chantier d'écriture du projet Marilyn d'Anne Savelli existe depuis 7 ans déjà, je l'ai dit presque 8, sur le web, où il a fait l'objet de multiples publications et explorations photolittéraires. Alors, contrairement aux communications de ce matin, je ne vais pas beaucoup rentrer ni dans le texte, ni dans les photographies. Je vais me concentrer avec vous sur le dispositif de publication, comme vous allez le voir. Alors, un premier feuilleton, pour revenir sur l'histoire de ce projet, intitulé Volte-face, a été publié sur Remunet à partir de 2015. Le texte est alors accompagné, comme vous le voyez ici, de quelques clichés de Marilyn. Parallèlement, je vais trop vite. Parallèlement, un groupe Facebook a été créé par Anne Savelli pour collecter des images qui serviront d'inspiration à l'écriture tout au long du projet. Et puisque le réel a toujours un peu de retard sur la fiction, c'est bien connu, finalement, une vraie exposition réelle sur Marilyn a fini par avoir lieu pendant le projet, qu'Anne Savelli a documenté sur son site personnel, Fenêtre Open Space, que vous voyez ici, en adoptant cette fois un genre plutôt autobiographique, texte et images à l'appui, les images étant mises en valeur généralement au sein d'une section galerie ajoutée sur le site web. Et par ailleurs, Anne Savelli a publié régulièrement pendant plusieurs années et aujourd'hui encore sur Twitter avec différents hashtags, Marilyn du soir, Marilyn du jour ou encore Alerte Marilyn, ainsi nommée en référence à une alerte Google, j'y reviendrai. Et il y a eu aussi des ateliers d'écriture publiés sur Fenêtre Open Space. Alors, cette dissémination des images à travers le web et ses plateformes me permet de démontrer, là, en 3 minutes et sans grand effort, que l'iconothèque dont il est question est d'un genre nouveau que l'on peut décrire à l'aide du concept, aujourd'hui assez bien ancré dans les humanités numériques, le concept d'éditorialisation. À partir de là, la thèse que je souhaitais initialement défendre, quand j'ai parlé avec Corentin de mon projet, était aussi simple que radicale. Une iconothèque, à l'heure de l'éditorialisation, ça n'existe plus, c'est dépassé. Un autre régime de l'image et surtout de la collection d'images est en jeu, qui met l'accent sur un double geste de curation et de contribution collective plutôt que sur la collection elle-même. Et c'est à ce geste que j'ai voulu faire référence avec mon titre icono-graphie. Donc voilà, j'allais vite vous le régler, moi, votre colloque, l'iconographie, c'est fini, il fallait me demander. Dans l'appel écrit par Anne, Corentin et Bertrand, l'iconothèque est en effet ainsi définie. Calqué sur celui de bibliothèque, iconothèque est un terme contemporain utilisé en archive. Et vous allez voir que ma présentation reprend beaucoup en fait, les termes de l'archivistique, qui recoupent des réalités diverses et qui ont existé historiquement. Le magasin d'images, mais aussi la collection, le stock, et plus récemment le répertoire ou la base de données. Et c'est ce terme de stock en particulier qui me conduisait et me conduit quand même toujours à me distancer du terme iconothèque. Car ce que nous apprend le concept d'éditorialisation, c'est bien à déconstruire cet effet de stock, puisqu'il suppose un principe de construction processuelle de la collection, ouverte dans l'espace numérique, mais aussi non numérique. Donc, différentes plateformes, comme ici les sites de remue.net ou Fenêtre Open Space, qui sont des SPIP, mais aussi des plateformes sociales. On a vu Twitter, Facebook, il y a aussi Instagram. Une collection aussi ouverte dans le temps, ce qui fait que la collection n'a pas de fin. Et vous allez voir qu'elle n'a peut-être même pas de début. Elle peut connaître des pauses, elle continue d'augmenter, alimentée aussi par d'autres contributeurs.
Et à cette ouverture s'ajoutent deux caractéristiques essentielles de l'éditorialisation que je rappelle. D'abord, une dimension collective. L'éditorialisation, elle en appelle à la participation et à la réappropriation. Et une hétérodétermination technique, puisque l'éditorialisation étant également coproduite par des dispositifs numériques tels que des métadonnées, des algorithmes, des plateformes, on ne peut jamais entièrement maîtriser sa collection. On est dans un régime d'hétérodétermination. Alors, cette ouverture implique le passage d'une logique du stock à une logique du flux, ça a été dit ce matin, qui reproblématise les enjeux esthétiques, mais aussi les enjeux de publication et de conservation de l'iconothèque. Donc, voilà globalement ce que j'aurais voulu vous dire et que je dis quand même. J'en étais à ce stade de ma réflexion et de mon entreprise de démolition de l'iconothèque lorsqu'Anne Savelli a très généreusement accepté de me rencontrer pour me parler plus en détail de son projet. Et ce que j'espérais, confirmer mes intuitions sur sa démarche novatrice, résolument numérique, contemporaine et néo-avant-gardiste. Mais tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, puisque la première chose que m'a montré Anne Savelli, lorsque je me suis assise en face d'elle au Café Les Frangins à Paris, c'est ce classeur. Alors là, on est plus proche de l'odeur du papier que de la bande passante. Ce classeur renferme dans son jus la collection de coupures de presse, de photographies, de cartes postales de Marilyn Monroe, une collection que j'évalue, je ne suis pas très douée pour ça, à 200-300 images, je dirais, qu'Anne Savelli a composé il y a maintenant près de 40 ans, lorsqu'elle était adolescente. Et j'aurais pourtant bien dû le savoir, moi qui travaille depuis quelques années quand même sur les corpus numériques, que prôner la révolution n'est jamais très avisé dans notre cas et que l'on gagne à privilégier l'hypothèse de la continuité plutôt que de la rupture. Et me voilà amenée à repositionner un peu mon discours sur une iconothèque qui n'est plus native numérique. Mais bon, ce n'est pas si grave, parce qu'en fait, au final, je dispose désormais de deux iconothèques et j'ai donc en fait des comparables. Et ma question de recherche va se déplacer un petit peu. Qu'est-ce qui distingue la pratique de l'adolescente collectionneuse de celle de l'écrivaine d'aujourd'hui? Sur le plan des contenus, sans doute pas grand-chose finalement, parce qu'on va retrouver dans les deux collections les mêmes images, alors certes en quantité bien plus grande dans la version numérique, et un classement chronologique qui n'aura pas beaucoup bougé non plus. Il y a la même fascination pour l'icône Marilyn, sur laquelle il y a toujours tant à dire, à voir, à écrire. Et pourtant, les projets, je crois, diffèrent quand même fondamentalement du point de vue du geste, du traitement de l'image, et plus important sans doute, du régime de publication. C'est là-dessus que je vais me concentrer à présent. J'entends ici publication dans son sens premier, celui de rendre public, de diffuser, de publiciser, de s'adresser à quelqu'un, de viser un public. Et il me semble que plusieurs gestes iconographiques sont en jeu, si on accepte de considérer l'iconographie et la collection et l'édition d'images comme un geste d'écriture à part entière. Tout d'abord, un geste de curation, qui concerne plutôt le classeur, un geste d'éditorialisation pour la collection numérique, auquel je souhaiterais ajouter un dernier geste, celui de la conservation, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais que je souhaiterais aborder rapidement en conclusion. Alors, quelle place cette iconothèque occupe-t-elle dans l'œuvre d'Anne Savelli et de son livre à paraître? C'est assez difficile à dire. Et pour ne pas déborder du sujet, je vais rapidement me concentrer sur les images que j'ai pu voir, en vous priant de me faire confiance, car je n'ai pas eu le réflexe de prendre beaucoup de photos de cette collection. Et à vrai dire, ce n'est pas qu'une question de réflexe, c'était aussi une question de pudeur, puisque l'iconothèque d'Anne Savelli adolescente est un objet à multiples égards très autobiographique, qui présente une charge affective que j'ai trouvée très forte. Je suis entrée malgré moi dans l'intimité de l'autrice, que j'ai pris de l'habitude de lire régulièrement depuis 6 ans, notamment avec des projets qu'elle a pu mener avec Pierre Ménard, et dont je découvre en fait cette fois une facette très personnelle. Le dispositif, ce vieux classeur, fait de la collection un objet singulier, une pièce unique, et depuis sans doute que je travaille uniquement sur des œuvres numériques reproductibles à l'infini, j'ai sans doute un peu perdu l'habitude de considérer ce type de manuscrit. Je ne sais pas si manuscrit est le bon terme, mais je l'emploie malgré tout car le geste n'a, je crois, rien d'anodin. Un coup de ciseau précis, bien droit, et un détail qui amuse beaucoup Anne Savelli, seule l'image compte. Les textes qui entourent les photos ont été, et qui sont eux aussi consacrés à Marilyn après tout, ont été systématiquement évacués sans état d'âme. La grande majorité des clichés a été découpée dans Télérama, une revue de référence à laquelle la mère d'Anne Savelli, avec laquelle j'apprends que l'autrice a grandi sans doute seule, semble beaucoup tenir, comme un gage de qualité ou une référence culturelle.
Et sur le moment, je n'ai pas osé engager la conversation plus loin, mais la famille semblait mener justement un train modeste, ce qui donne beaucoup plus d'importance aussi à Télérama. Et tout indique ici un travail de curation avec la charge sémiotique que ce terme porte, prendre soin. Une curation donc qui se traduit par un effort de classement chronologique, mais aussi thématique, des clichés de nus, des chapeaux. Les images sont soigneusement découpées, collées sur un papier blanc de qualité. Je peux vous dire qu'après 40 ans, elles n'ont pas bougé. On n'a pas du tout l'impression que cette collection a 40 ans. On retrouve également des cartes postales avec des mots personnels au dos que je ne lirai pas. Cette iconothèque, en effet, n'est pas publique. Et c'est sans doute ce qui la distingue en premier lieu de l'iconographie numérique. Elle n'a jamais été secrète non plus, puisque nombre de ces images ont été offertes par des amis avertis du projet. Et je m'imagine alors très bien les quelques privilégiés qui, comme moi, il y a 3-4 semaines, ont pu s'asseoir à côté d'Anne Savelli et avoir le feuilletage commenté de cette iconothèque. Un moment qui m'apparaît d'autant plus précieux qu'il est resté en fait confidentiel. Alors, tout autre est l'iconographie, la collection numérique du projet Marilyn, qui se caractérise par un important changement d'échelle, caractérisé par ce passage dans un régime d'éditorialisation. Une collection proliférante, comme je vous propose de le constater en quelques diapos, en suivant les étapes de la production iconographique, donc collecte, puis curation, mais aussi exposition, et tout cela, on va le voir sur plusieurs plateformes, parfois convoquées simultanément. Premier changement d'échelle, le périmètre de la collecte. Là, je fais une réflexion purement en archiviste. De Télérama et quelques autres revues, Anne Savelli est passée au web, ou plus précisément à Google, puisque le hashtag qui sera utilisé pour rediffuser les images sur Twitter, hashtag alerte Marilyn, qui me sert de titre, se réfère directement à la fonction alerte de Google, qui effectue pour la collectionneuse un travail aussi de veille automatisé. Donc non seulement le vivier d'images s'est considérablement élargi, mais le travail de recherche documentaire a gagné en efficacité grâce aux outils numériques. Second changement d'échelle, la collecte affiche sa dimension collective. C'est ce qui en fait même tout l'intérêt, car c'est dans cet appel à participation, à l'appropriation et à la recréation que la charge affective du projet repose, à mon sens, désormais, à mon avis. Donc, la communauté Marilyn d'Anne Savelli se réunit d'abord sur le groupe Facebook du projet, que vous voyez ici défiler à l'écran, qui rassemble une 50aine de personnes pour des centaines d'images. La collecte devient un jeu, une entreprise collaborative qui va permettre de fédérer des lecteurs, une communauté de lecteurs, dont la fonction, je crois, m'apparaît en tout cas assez plurielle. Il s'agit de lecteurs, mais également de contributeurs, et qui, ça c'est l'un des traits essentiels de l'éditorialisation, sont également invités à prendre la posture de créateurs. Dans le cas du projet Marilyn, des ateliers d'écriture sont proposés parallèlement autour de thématiques comme ici celle du SAS de l'exposition. Et on remarque que les participants de cet atelier d'écriture sont aussi également les contributeurs du groupe pour la plupart. Cette dimension collective était évidemment déjà présente dans l'iconothèque originale. Anne Savelli m'a montré quelques coupures de presse ou des cartes postales à l'effigie de Marilyn, envoyées par des amis de l'époque, créant dans la collection quelques écarts avec le vivier Télérama, et avec parfois quelques curiosités comme des coupures de presse qui venaient de magazines allemands, dont elle n'était pas sûre de pouvoir retracer l'origine. Et puis, dans une certaine mesure, quelques publications rappellent le format carte postale, comme ici cet envoi de Gilda Fermonté, une lectrice sur le profil Instagram d'Anne Savelli. Donc, le critère contributif, il participe certainement de la dimension désormais conversationnelle de l'image, pour reprendre le terme d'André Gunther, sauf que la conversation, l'adresse, s'inscrit dans un système de communication pluriel, puisque le partage s'effectue auprès de toute une communauté et non seulement la destinataire est expressément nommée. Spéciale dédicace à Anne Savelli dénote clairement cette sociabilité numérique dans laquelle l'adresse est publique et exposée. J'y reviendrai pour nuancer notamment cette idée d'image conversationnelle. Alors, encore un changement d'échelle, par ailleurs, du point de vue de la quantité d'images collectées. Je n'ai pas fait le compte, non seulement parce que le projet est encore en cours, mais surtout parce que la collection proliférante s'est disséminée sur plusieurs plateformes, avec éventuellement des redites. Donc, la comptabiliser n'est pas si simple.
Et le geste de collecte me semble devenu ici compulsif. Je me demande d'ailleurs si on peut retrouver le même soin dont j'ai parlé plus tôt dans cette remédiation du geste de curation, où le couper, copier, coller se passe des ciseaux et de la colle pour aller vers le clic et le drag and drop. C'est que la curation, sous l'effet du nombre, sans doute, s'est déplacée vers un travail d'agrégation et de classement, lequel se manifeste dans le dispositif des plateformes sociales à travers quelques hashtags qui permettent à la fois de commenter l'image, de la catégoriser et d'en faciliter l'identification et le regroupement ultérieur, mais aussi d'encourager la réappropriation et le partage. Alors, la curation a de fait laissé sa place à un travail d'éditorialisation qui, je l'ai dit, s'appuie sur plusieurs plateformes et notamment les réseaux sociaux. Donc, on a vu Facebook, mais il y a aussi un compte Twitter et 2 comptes Instagram, l'un avec le profil de l'autrice, l'autre avec un profil anonyme, j'y reviendrai. Je me suis un peu interrogée sur l'effet de redondance de ces plateformes, avec souvent les mêmes publications que l'on peut retrouver d'un compte à l'autre. Mais je crois plutôt que cet investissement multiple, en fait, plutôt que de parler de redondance, va nous éclairer sur une nouvelle fonction que porterait, je crois, l'iconothèque numérique, une fonction éditoriale, une fonction d'énonciation éditoriale qui, en régime d'écriture numérique, est aujourd'hui de plus en plus prise en charge par les auteurs. Alors, je vais m'expliquer sur cette intuition pour essayer de la justifier aussi. Sur la plateforme Twitter, où Anne Savelli dispose d'un compte perso depuis 2008, l'image a tendance à accompagner le texte. Rien de surprenant parce que quoi qu'on en dise, Twitter reste une plateforme plutôt textuelle que visuelle. Twitter est la seule plateforme où, si je ne me trompe pas, le hashtag Alerte Marilyn a été utilisé. Et c'est notamment en raison du caractère très métalittéraire de ces publications. Twitter a tendance à proposer une documentation du projet d'écriture qui est devenue très importante aujourd'hui pour les écrivains numériques qui prennent en charge leur propre archivage et leur propre documentation. Donc, de fait, sur Twitter, on a une sorte de veille autour de la présence numérique et non numérique de Marilyn. Sur la plateforme Instagram, donc ici, on voit, c'est la même série de photos, mais avec une autre qui est mise en ligne, où Anne Savelli publie depuis 2008, si j'ai bien compris, je me demande si je n'ai pas une erreur dans ma date, le rapport de force s'inverse. La collection est mise en avant sur ce réseau qui, lui, au contraire, privilégie l'image. Et le texte vient en soutien la commenter. Donc, Instagram jouera le rôle, un peu comme Twitter, de journal d'écriture illustré. Et on l'a très bien vu d'ailleurs ces dernières semaines où Anne Savelli a reçu les épreuves donc, de Musée Marilyn et a fait un journal de la relecture des épreuves avec un récit de son travail de correction. Et donc, ces 2 profils, Twitter et Instagram, ont en tout cas pu fédérer et créer une attente autour de l'ouvrage à paraître. C'est ça dont je parle quand je parle d'énonciation éditoriale. Et finalement, et je remercie beaucoup Anne Savelli de me l'avoir signalé parce que j'étais totalement passée à côté, il existe un autre compte Instagram qu'elle administre qui est alimenté par ses soins et qui est particulièrement étonnant parce que ce compte, d'une part, il est anonymisé, mais son nom, Marilyn Addict, porte clairement la patte de la collectionneuse. Ces images sont essentiellement accompagnées de hashtags, souvent très nombreux et surtout exclusivement en anglais. Avec ce profil, Anne Savelli s'adresse à un tout autre public, je crois, plus international et moins littéraire. Et elle a réussi à fidéliser des followers vraiment très nombreux, puisqu'ici, on est passé juste, bon, pour Facebook, c'était une 50aine sur le profil. Ici, on est à 58 000 followers. Enfin, pour un projet littéraire, c'est vraiment étonnant. Qui sont répartis dans le monde entier, à l'image de cet Indien que vous avez ici, donc Ashi Kishan, qui commente systématiquement tous les posts sur ce compte. Voilà, donc il est très fidèle. Alors, il me semble qu'il y a là, dans la multiplicité des formes d'écriture et des plateformes convoquées, de quoi nuancer ou tout simplement enrichir la notion d'image conversationnelle mentionnée plus tôt. Car ce n'est plus une conversation à 2 voix qui se livre sur ce type de réseau. Les voix se diffractent, elles se font écho, elles se redoublent, elles se rejoignent pour diverger à nouveau. Et c'est donc bien plutôt, à mon sens, une image brouhaha, comme je propose d'adapter ici le concept de Ruffel, qui œuvre à la circulation et à la reconstruction des imaginaires à travers un paradigme de la publication proprement contemporain. Ce phénomène est, à mon sens, caractéristique d'une transformation de la présence sociale des auteurs, que notait déjà Ruffel, pour lequel publier ne signifie plus du tout participer à la merveilleuse et abstraite sphère publique habermasienne. Bien au contraire, il s'agit souvent de multiplier son inscription dans les espaces publics. Et en effet, dans un écosystème éditorialisé, la fonction éditoriale, traditionnellement échue à des acteurs de la production
industrielle des textes, j'entends l'éditeur, est de plus en plus prise en charge et assumée par l'écrivain lui-même. Donc, du point de vue de la fonction éditoriale, l'iconothèque éditorialisée accompagne la production et la promotion de l'œuvre. Donc, c'est là la conclusion provisoire de mon étude. Donc, comme vous le voyez, le champ est large, il mérite de plus amples investigations. Et je vais ouvrir en 2 minutes, vraiment 2 minutes, une piste sans la creuser, puisque la question que j'ai pu me poser là, c'est qu'est-ce que va devenir cette collection d'images dans 40 ans? Le livre apparaître chez un culte ne sera pas illustré, et que restera-t-il de tout cela plus tard? Alors, au cours de mes recherches, un problème paradoxal a émergé. Comment assurer la conservation et la collecte de ces nouvelles iconothèques? Bon, vous le savez, vous qui travaillez sur le numérique, hein, on perd une très large part de nos corpus chaque année. Hein. Moi, j'ai coutume de dire que j'en perds à peu près 50% par an. Et pour ce projet de communication, j'ai voulu faire mes devoirs. Je me suis rendue dans les institutions patrimoniales, à la BNF, qui construit des archives de l'Internet depuis quelques années maintenant, mais qui ne conserve que les sites web, pas de réseaux sociaux. Donc, le projet Marilyn y figure, mais le moissonnage est très récent. On a seulement 2 moissonnages en 2020 pour Remu et en 2018, on en a 4 pour Volte-Face. Puisque la BNF n'archive pas ces contenus publiés sur les réseaux, je suis allée voir du côté de l'INA. C'est l'INA qui a pris en charge le moissonnage des réseaux sociaux, avec les tweets notamment. Donc l'INA collecte quelques hashtags. Et en fait, le projet Marilyn n'y est pas. J'ai retrouvé une vingtaine de tweets. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés là. Donc, en fait, le problème que je veux soulever, c'est le suivant. Ces plateformes iconographiques, elles échappent au périmètre de nos institutions pour le moment. Je me suis de fait tournée vers la plateforme elle-même. J'ai joint Twitter pour leur demander un accès chercheur à l'API, de manière à moissonner les images, mais aussi les hashtags et toutes les métadonnées qui pouvaient m'être utiles pour construire et étudier ce corpus. Twitter m'a d'abord envoyé une fin de non-recevoir. J'ai insisté un peu, ils ont été gentils, ils m'ont donné l'accès. Sauf qu'en fait, lorsque j'ai voulu jouer avec, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore les compétences nécessaires. Il faut que je me remette un peu plus au code. Donc là, j'ai juste fait un curl sur les 7 derniers jours et du compte Twitter, juste pour vous montrer que l'iconothèque aujourd'hui, c'est ça, en fait. Voilà. C'est des données. Et pour aussi anecdotique qu'elle soit, cette mésaventure, elle illustre, je crois, la dérive hétéronomique qui sous-tend la pratique iconographique délocalisée sur ces plateformes numériques. De quoi nuancer en fait le caractère proprement public de ces nouvelles formes de production littéraire, iconographique, un paradigme en fait de la publication qui se heurte aux intérêts des grandes plateformes numériques. Et je vous remercie.